qui s'appelle l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Et pour comprendre un petit peu ce dispositif, ses enjeux, ses limites, je pense qu'il faut revenir en arrière, voir pourquoi il y a eu ce dispositif, d'où est-ce que ça vient, à quel problème il est supposé répondre et est-ce qu'il y répond. Donc je vais revenir vraiment en amont pour comprendre d'où vient cette prestation. Et après, évidemment, on en parlera, hein, rassurez-vous de cette prestation. Alors d'abord, il faut revenir un petit peu au système de protection sociale tel qu'il fonctionne, alors tel qu'il fonctionne en France, mais tel qu'il fonctionne finalement partout. C'est la protection sociale, il y a un principe de territorialité, c'est-à-dire que pour bénéficier des dispositifs de protection sociale, hein, la protection maladie, les prestations sociales, etc., il faut vivre en France, résider en France. Hein. Il y a une condition dite de résidence. Hein. Ça exclut les gens qui sont de passage, les touristes, etc. Il faut vivre en France. Alors la conséquence, c'est que si vous quittez le territoire, la France, eh bien vous perdez vos droits à la protection maladie, en principe. Si moi je vais vivre au Brésil, eh bien, je vais perdre mes droits, l'assurance maladie, ma carte vitale, mes prestations familiales, mon RSA, mes aides au logement, etc. Alors, il y a une grande exception. Une grande exception, ce sont les retraites contributives. Donc, retraite de la sécurité sociale, régime de base, et retraite complémentaire. Celles qui correspondent aux cotisations qui ont été versées durant la vie active. Ça, je peux, si je quitte le territoire, les conserver. Donc, si je vais prendre ma retraite en Espagne ou au Maroc, hein, ou en Tunisie, puisqu'on est à la FTCR, eh bien, quelle que soit ma nationalité, que je sois français, suédois ou tunisien, je vais garder ma retraite contributive. Alors, quand on s'intéresse aux personnes âgées, le problème, c'est que les personnes âgées, notamment les personnes âgées immigrées, ont souvent de très faibles retraites contributives. Pourquoi? Non pas parce que parfois ils n'ont pas beaucoup travaillé, mais parce qu'ils ont subi tout un ensemble d'obstacles et de discriminations. Beaucoup ont été discriminés, ont eu des très faibles salaires, n'ont pas eu de carrière, pas de formation, pas d'évolution. Beaucoup aussi, on trouve ça beaucoup dans ceux qui ont travaillé dans le bâtiment ou dans la confection, ont travaillé beaucoup, ont même des fiches de paie, mais les cotisations n'ont jamais été versées. Et donc, le jour où ils partent à la retraite, on leur prend ce qu'on appelle le relevé de carrière. On leur dit, ah ben monsieur, vous n'avez pas beaucoup travaillé, vous avez travaillé 10 ans, 15 ans. Hein, mais vous n'avez pas travaillé dans les années entre 75 et 85, monsieur. Vous n'avez pas travaillé du tout, il n'y a rien qui est inscrit. Et le type, enfin la personne va dire, bah, si j'ai travaillé, désolé, vous n'avez pas travaillé. Mais si j'ai des fiches de paye, mais les fiches de paye seules, ça ne vaut pas preuve. Parce que là, les retraites complémentaires. Et donc, quand on vit en France et qu'on a de très faibles revenus, on peut demander un revenu minimum garanti qui s'appelle le minimum vieillesse. Le terme technique aujourd'hui, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui est une sorte de RMI ou RSA pour vieux, hein, excusez-moi l'expression, qui prend les ressources et qui les complète. Et pour un célibataire, on va le compléter pour qu'il ait au moins 800 euros par mois. Et puis pour un couple, pour que ce couple ait au moins 1250 euros par mois. C'est ça la logique. Hein. Ce minimum vieillesse, l'ASPA, hein, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle, n'est pas exportable. Ce qui fait que si vous partez, ben, vous allez la perdre. Donc quelque part, les personnes qui voudraient repartir, par exemple, au pays, hein, ou qui, voilà, ne vont pas pouvoir repartir, vont être d'une certaine manière, y compris assignées à résidence ici. Hein, c'est une image. Hein. Bien sûr, elles peuvent repartir, mais si vous pouvez exercer une liberté, partir, mais quand vous exercez votre liberté, vous êtes sanctionné par la perte de vos droits sociaux, vous perdez votre carte vitale, vous perdez votre ASPA, vous perdez, etc. Eh bien, c'est une privation. D'où, je dirais, une revendication des associations qui défendent les immigrés, qui est de dire il faudrait que ce droit-là, ou ces droits-là, soient attachés à la personne et que la personne puisse les conserver quand elle quitte le territoire. Parce que ça va avoir deux conséquences. Une première conséquence que je ne vais pas développer, qu'on a connue depuis 5-6 ans, qui est qu'il y a pas mal de personnes qui sont à la fois d'ici et là-bas. Elles sont d'ici parce qu'elles ont travaillé ici 20, 30, 40 ans, elles ont des amis, elles vivent ici, etc. Elles ont etc. Mais elles sont aussi de là-bas, hein, parce qu'elles ont laissé
des choses là-bas. Elles ont laissé leur jeunesse, hein, ça c'est sûr, mais elles ont parfois laissé aussi un conjoint, une conjointe, parfois des enfants, etc., etc. Donc ce sont des personnes qui ont une légitimité à être ici et être là-bas, et donc à aller ici et là-bas, aller et venir. Et le problème, c'est qu'on a connu à partir de 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, des contrôles ciblés sur les immigrés âgés. Et quand ces immigrés âgés, les caisses estimaient que ces personnes s'étaient absentées trop longtemps du territoire, étaient restées trop longtemps au pays, eh bien, elles coupaient les droits, elles suspendaient les droits, elles leur demandaient de rembourser 1 ou 2 ans de prestations. Donc, on a vu beaucoup d'immigrés âgés à cause de cette condition de résidence. On disait, vous ne remplissez plus la condition de résidence, vous étiez parti, trop de temps, vous allez rembourser 2 ans de minimum vieillesse, 2 ans d'aide au logement, 2 ans, etc., de droits sociaux. Et puis, il y a l'autre problème, c'est pour ceux qui voudraient retourner au pays de façon plus durable, qui ne sont pas seulement dans l'aller-retour, en tout cas qu'on se souhaite là. Pour eux, ben, comme je viens de le dire, ils sont assignés à résidence, ils ne peuvent pas partir. Voilà. Et donc, on arrive un petit peu, on en est là, et je dirais même la situation s'est dégradée. C'est dégradé parce que jusqu'en 2006, une personne qui avait très peu travaillé, qui avait très peu de droits à la retraite, par exemple, qui avait, ça arrive, hein, des droits à la retraite contributive, je parle des gens qui ont 100 € de retraite contributive ou 150 € de retraite contributive ou moins, hein, ça existe, et par mois, hein, je parle, eh bien, il y avait un système qui s'appelait la majoration de l'article L814.2 du Code de la Sécurité sociale, excusez-moi, mais qui, quand on le demandait, permettait d'avoir un minimum, c'est-à-dire même si on avait une très faible retraite, on partait avec un minimum qui était à peu près de 300 € par mois. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que moins. Et donc les personnes pouvaient l'emporter avec elles, hein, ou quand elles étaient déjà parties au pays et qu'elles liquidaient leurs droits, elles avaient travaillé quelques années en France, eh bien elles avaient un minimum de retraite de 300 €. Hein, ce qui était quand même ce qui était mieux que rien. Eh bien ça en 2006, c'était encore trop, puisque pour faire des économies, eh bien on a supprimé ce dispositif-là. Alors, il n'est pas supprimé pour ceux qui avaient demandé avant 2006. Donc aujourd'hui, il y a encore 200 000 personnes, et notamment beaucoup dans les pays du Maghreb, qui touchent encore ce dispositif-là. Mais pour tous ceux qui le demandent à partir de 2006, c'est fini. Voilà. Donc on a, d'une certaine manière, cette situation, on a encore durci la situation, c'est-à-dire on a encore davantage pénalisé ceux qui voudraient repartir. Et puis, le nouveau dispositif qui va entrer en vigueur, qui s'appelle donc l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette nouvelle prestation, elle va être créée par une loi en 2007, mars 2007. C'était la loi Dallot d'ailleurs, hein, qui portait aussi sur le droit au logement opposable. Et ce dispositif, d'où est-ce que c'est venu? C'est venu, on va dire, d'un constat qui était que les gestionnaires de foyers de travailleurs migrants, pour ceux qui vivaient en foyer, notamment à Doma, l'ex-Sonacotra, voulaient d'une certaine manière, s'étaient aperçus qu'il y avait beaucoup de leurs résidents qui faisaient des allers-retours, et parfois des allers-retours avec parfois des absences assez prolongées, de plusieurs mois. Et elle se disait, c'est quand même dommage, on pourrait faire des roulements dans les chambres, on pourrait gagner de la place. Donc il y avait un souci purement économique, hein, de récupérer des places de foyer. Vous savez que les foyers, par exemple en région parisienne ou ailleurs, sont extrêmement cotés d'une certaine manière, parce que vous connaissez l'immobilier et le foncier, ce sont dans des endroits où le prix du mètre carré, hein, est très élevé, parce que c'est proche des bouches de métro, si je puis dire, c'est extrêmement bien placé. Et donc, il y a quand même un enjeu financier énorme. Cette idée, au départ, le problème, c'est que comme cette idée, elle était, je dirais, elle était un petit peu motivée par des raisons quand même parfois un peu mesquines, puisque d'un côté, c'était libérer des places de foyer, et de l'autre côté, du côté du gouvernement, il était d'autant plus, je dirais, favorable à cette mesure qu'il a fait ses comptes et il allait faire des économies. Pourquoi il allait faire des économies? Je cite le gouvernement de l'époque, hein, donc fin 2006, début 2007. Le montant de l'aide qui sera donc accordé sera équivalent à celui de l'aide au logement dont il bénéficiait. Hein, donc c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs s'apercevoir qu'à l'époque, il misait sur une aide d'à peu près d'un peu moins de 200 € par mois. Hein, si bien que globalement, aucune charge nouvelle ne sera créée pour l'État. Et on peut même dire on va gagner de l'argent, parce que non seulement on va gagner l'aide au logement qui n'auront plus, les APL, comme on dit, hein, aide personnalisée au logement, mais on va gagner aussi le minimum vieillesse, l'ASPA, mais aussi les autres droits sociaux, puis y compris les droits, et puis les droits liés au grand âge et aux grandes maladies, à la dépendance, l'autonomie, etc. Vous savez bien. Hein. Et donc, quelque part, très clairement,
la disposition était faite, donc il y avait aussi ce concept-là. Et donc on va créer une prestation, la loi va créer une prestation. Alors à l'époque, les associations, plusieurs associations, le GISTI, la TMF, El Gorba de Lyon, Diversité, etc., d'autres associations ont protesté. Les conditions sont tellement drastiques que très très peu de gens vont pouvoir en bénéficier. En fait, la plupart des immigrés âgés, ou la plupart, vont être exclus de toute façon de ce dispositif, quand bien même ils le voudraient. Parce qu'on va vraiment le cibler typiquement, uniquement sur ceux qui sont isolés, en foyer, qui vont libérer des chambres, qui ont le minimum vieillesse, etc., etc. Donc tous les autres vont être éliminés. Je vais y revenir quand je vais parler tout à l'heure des règles précises. La loi passe. La loi passe, donc cette aide sociale, aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, est votée par l'Assemblée nationale, par le Sénat. C'est dans la loi. Dans la loi, il est même écrit que avant, donc la loi est 2007, hein, vous me suivez. Rassurez-vous, on va arriver à 2016. Je suis lent, mais je vais y arriver. 2007, dans la loi, il est mis avant la fin 2009. Donc les élus du peuple, le Parlement dit le gouvernement devra faire un rapport sur ce qui a été mis en place, comment ça marche, etc. Bon. Il ne va rien se passer. On ne va rien voir venir, ni décret, ni rapport au Parlement dont on se moque complètement. Rien n'est arrivé, le temps passe, 2007, toujours rien. Et puis est arrivée cette mission sur les immigrés âgés qui a abordé beaucoup de sujets, dont celui-là. Et donc il y a eu des auditions d'ailleurs du ministre Borloo, qui a dit « je ne comprends pas pourquoi ma loi n'a pas été mise en œuvre », de façon un peu hypocrite, parce qu'il était encore ministre pendant 2 ans après, et ce que je sache, il n'a pas fait sortir les décrets, c'était à lui de les faire sortir. Pas de décret, mais bon. Et puis, on arrive à ce décret je vais vous donner la date exacte, du 6 octobre 2015, je n'apprends pas ça par cœur, décret relatif à l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Voilà. Donc enfin, on a un décret d'application qui nous dit donc que pour la mise en application au 1er janvier 2016, 7 ans après que la loi ait été votée. C'est vite, Le problème, c'est que le dispositif, c'était déjà dans la loi, mais le décret le confirme, il est tellement taillé de façon tellement, avec des conditions tellement draconiennes que très très peu de personnes vont l'avoir. Le ministère a sorti un communiqué en disant potentiellement c'est 30 ou 35 000 personnes. On ne va pas discuter parce que moi je tiens les paris. Et je suis prêt à parier de l'argent, je suis prêt à m'enrichir, que d'ici 2 ans, il n'y en a pas 500. Donc on vient de créer une loi, on a dérangé beaucoup de gens, on vient de sortir un décret de 9 pages qui va alourdir le code, après on dit qu'on simplifie le droit, tout ça pour un dispositif qui ne va pas marcher. Mais en Hollande, c'était, parmi les conditions, c'est aussi de relancer la société hollandaise, et on leur donnait une certaine somme, je ne me rappelle pas de la somme exactement, c'est je crois 400 ou 800, et dans un âge un peu plus bas, à partir de 40 ans, je crois, un truc comme ça, et on rentrait au Maroc. Et on avait le droit à une visa par an, on avait le droit à quelques trucs comme ça. Ça a été un fiasco. Personne pratiquement... Complètement. J'y viens, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui l'ont choisi, ils ont fini par faire leur papier en Espagne, ils vivent en France et par finir pour retourner aux Pays-Bas. Et c'est un dispositif que, normalement, en France, on est dans l'Europe, on pouvait des fois voir ce qui se passe aussi chez le voisin. Je peux juste faire une petite parenthèse. En règle générale, tous les dispositifs dits d'aide au retour, en France, on a connu ça entre 77 et 81, et ça a été relancé de 84 à 86, des aides au retour, notamment pour les immigrés âgés licenciés, donc qui cumulaient une prime, plus, etc., etc. Donc ça avait un effet pactole, pour les inciter à partir. Et en fait, même ces dispositifs-là n'ont pas marché. Puisqu'on les avait fait typiquement, par exemple, dans la fin des années 70, on les avait fait pour les Algériens, notamment, pour ça. Et en fait, ça n'a pas marché. Il y avait, par exemple, du côté Maroc, dans un site qui est très, très lu, intéressant, avec qui on communique souvent, c'était Yabiladi, qui a publié des communiqués de 2 ou 3 associations que s'est réjouissait de ça, qui criait de victoire, ce qui fait que ça a semé une certaine confusion. Donc il y a des réunions comme celle-là, et merci Mohamed et la FTCR de l'avoir fait, qui vont se dérouler un peu de partout parce qu'il y a de la confusion. Maintenant, chaque fois que je viens des personnes âgées ou des gens qui s'intéressent, il m'a dit, victoire, maintenant ils peuvent partir chez eux, enfin. Mais l'envers des décors, c'est autre chose.
Et Antoine, s'il veut que je m'associe à ce pari, moi aussi je vais être gagner un peu d'argent de ce côté-là. Mais vraiment, ça concernera très peu de monde. L'exemple aussi qui est un peu similaire, c'est la carte de retraité, qui était un piège, qui était irréversible. Et j'en parlerai aussi par rapport à la mission parlementaire, qui est pareil. On la voyait comme Chevènement à l'époque, comme Monsieur Généreux, etc. etc. Aujourd'hui, je crois que ça concerne 2800 personnes, mais 2800 problèmes. Il y a 82. Dans ce rapport, quand même, il faut mettre le contexte, c'est que le diagnostic, c'était que les immigrés âgés ont des conditions de vie, de logement, etc., pas faciles. Hein, voilà. Donc le côté diagnostic est très bon. Et dans les propositions, globalement, quand on les regroupe, on voit que le rapporteur et les parlementaires ont intégré, pour aller vite, la politique d'austérité. C'est-à-dire, c'est des propositions du moment qu'elles ne coûtent pas un rond, quasiment. Donc c'est difficile d'un côté à partir de difficultés sociales, matérielles, économiques et autres. Et de l'autre côté, des propositions, mais qui ne doivent quasiment entraîner aucune dépense. On voit bien qu'il y a un hiatus. Et puis, pour arriver à 82 propositions, et je te laisserai parler des propositions intéressantes ou celles qui donnent lieu à 2-3 choses, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du vœu pieux. On espère, on invite les entreprises qui ont utilisé beaucoup de main-d'œuvre de financer des recherches sur les travailleurs immigrés. Enfin, des choses des choses qui sont, on a le droit toujours de faire des vœux pieux, comme on dit, de faire des suggestions, mais il n'y a rien, il n'y a aucune opérationnalité ni rien. Voilà, on se fait plaisir. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres dispositions qui répondaient en partie à nos griefs, qui étaient, on constatait des illégalités du point de vue des caisses de sécurité sociale, dans les contrôles, du point de vue etc. Et donc, c'est tout un ensemble de recommandations où on rappelle aux caisses, aux administrations, qu'il faut respecter la loi, qu'il faut respecter le droit, qu'il faut respecter le principe du contradictoire, qu'il faut respecter, etc. C'est-à-dire des choses qui sont dans la loi. Donc, c'est gentil quand il y a un rapport parlementaire qui dit il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas, etc. Mais enfin, mais pas de proposition derrière, hein, pour dire comment il faut faire, etc. Donc, c'est sûr qu'on arrive à 82 comme ça, entre les vœux pieux et les choses où on fait que rappeler l'évident. Voilà. Par le sur les contrôles, par exemple, on a des contrôles qui se font dans des conditions très discutables, des contrôles qui peuvent générer des comportements discriminatoires, mais nous on l'aborde d'abord sur la question, les contrôles ils seront discriminatoires ou pas, pour nous ils seront inacceptables. Discriminatoires parce qu'on va contrôler les foyers, parce que c'est là où on pense avoir beaucoup de monde, donc le contrôleur il dit quand je sors, il faut que je revienne avec beaucoup de contrôles, donc j'y vais là où je suppose qu'il y a ces personnes. Donc, dans une ville de Vinicieux, il y a 2 foyers, c'est 50% de contrôle de toute l'année sur les contrôles sociaux, les contrôles CAF, etc. Et surtout aussi qu'on va choisir certaines périodes, l'été, le mois de Ramadan, la fête de l'Aïd. On va vraiment cibler. En plus de contrôle, dans des conditions, on va même demander, on a des cas, on a demandé carrément aux voisins, on exige des relevés bancaires. On va voir s'il y a un retrait de 3 000 euros ou 2 000 euros. On dit c'est suspect ce retrait parce que ça suppose que vous avez retiré l'argent pour partir. On va en tout cas un tas de tracasseries. Et on avait une administration qui était, d'ailleurs c'est elle qui nous informe, certaines d'entre elles, par leur syndicat, mais en même temps on avait des personnes qui ça ne les intéresse pas, ou ils faisaient un peu de zèle, ou ils ne comprenaient pas. Donc, le troisième, qui est beaucoup de l'ordre des symboliques, c'était la carte de retraite, la carte de séjour permanente, qui normalement existe, mais qui n'était pas proposée, mais qui était une possibilité. Personne n'est au courant. Certaines préfectures, apparemment, on ne savait même pas que ça existait, parce qu'il n'y a pas les logiciels pour, on ne sait pas la fabriquer. Moi, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une, je ne sais pas quelle couleur elle a, etc. Donc, cette carte, elle serait dans la nouvelle loi, après 2 cartes séjour de 10 ans. Donc, avec le temps maintenant, pour obtenir la première carte séjour de 10 ans, il faut attendre beaucoup. L'administration est tenue à la proposer. C'est dans le texte. C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu 2 cartes séjour de 10 ans, au 3e renouvellement, on lui proposer cette carte de séjour permanente, qui est plutôt pour éviter les tracasseries, etc. Mais en même temps, ça peut être aussi
une manière de sécuriser la carte séjour de 10 ans qui est de plus en plus remise en cause dans son renouvellement automatique. Dans l'idée, c'est pas non plus idiot, c'est même bien parce que il y a beaucoup de personnes âgées, tout simplement, quand elles commencent à avoir 75, 80, 85 ou 90 ans, à aller se lever à 1 h du matin, commencer la queue à Bobigny à 3 h du matin pour espérer passer avant 16 h au guichet. Quand on ne tient plus debout, parce qu'à partir d'un certain âge, etc., on est peut-être même dans une maison de retraite ou avec sa famille, mais pas en état de faire les démarches administratives, c'est évident qu'une carte de résident permanent résout ce problème-là. On a eu des problèmes de personnes âgées, très âgées, qui avaient 85 ans, qui n'avaient pas renouvelé leur carte de résident, hein, parce que, objectivement, du point de vue médical ou en tout cas physique, elles ne pouvaient pas le faire. Hein. Il y a le cas, moi je l'ai ce cas, voilà, maintenant c'est une personne qui renouvelle sa carte 6 jours, on lui donne un récépissé qui lui donne le droit de rentrer au pays, agrafé sur l'ancienne. Il est rentré au pays, la carte était en fabrication, ça tardait. Au pays, il est tombé malade, il est actuellement véridique, donc sa carte 6 jours, il est à la préfecture du Rhône, mais lui il est au pays. Maintenant il faut tout un parcours hallucinant pour qu'il puisse faire une petite parenthèse. La proposition, c'était de dire que quand une personne avait des enfants français, un enfant français, et qui était là depuis au moins 25 ans, elle pouvait obtenir la nationalité par simple déclaration. Voilà. Et donc c'est ce qui a été proposé. Et en fait, ce que les députés ont, en fait, c'est des amendements de députés. Et le gouvernement a refusé. La mesquinerie a été jusqu'à dire ah ben non, c'est pas tout le monde, il faudra au moins 65 ans. Donc on a déjà mis une limite, alors qu'au départ c'était 60 ans. Et puis comme s'il y avait besoin, c'est-à-dire qu'il y a eu une intervention active pour dire voilà, et une autre intervention active qui a été de dire ah oui mais il faut que les 25 ans ça soit en situation régulière. Il faudra le prouver. Ce qui est, quand bien même vous avez été en situation régulière pendant 25 ans, c'est difficile de le prouver. Tout le monde n'a pas gardé, n'a pas scanné ses papiers pendant 25 ans. Et en tout cas, voilà. Et donc c'est pour vous dire le côté aussi, la mesquinerie. Il y a un côté, voilà, on crée quelque chose d'à peu près bien et on fait tout pour le rendre étroit, pour que dans la pratique ça devienne, pour que quelque part on sent qu'il y a le soupçon. Le soupçon, c'est ce côté, avoir toujours le dernier mot, le truc soupçonneux pour vraiment contrôler. Il y a vraiment cet état d'esprit qui est quand même un petit peu, je trouve, regrettable. Déjà, il y a un pari cynique de certaines institutions, comme on l'a fait avec les anciens combattants. On l'a dit, ceux de 45, ils sont partis, il reste très peu. Ceux des guerres après Indochine, Algérie, ils sont tellement vieux, ils vont partir. Donc on a vu certaines propositions généreuses comme Chirac, il dit je multiplie par 8 les pensions d'anciens combattants. Sauf 4,50 € x 8, ça fait 36 €. Donc en gros, pour beaucoup. Et on avait dit à l'époque, il y avait même je me souviens d'un sénateur qui n'est pas soupçonné d'être un ultralibéral ou pas, Jacques Ralit, qui disait on ne pouvait pas, en gros, un ancien combattant du Sénégal toucher plus que le président du Sénégal. À l'époque, il disait, mettons ça dans la coopération et ne suscitons pas je ne sais pas quoi. Donc il y avait un rapport. Nous, on a du mal à expliquer ce qu'il a dit Antoine tout à l'heure. Qu'on est face à une espèce d'escroquerie intellectuelle, une escroquerie tout court, cette histoire de contractualisation de l'aller-retour. C'est-à-dire des personnes dont on veut se débarrasser, mais moralement, c'est inacceptable, quoi. Prends 550 € dans des conditions draconiennes que tu ne les auras pas, et casse-toi. Et reste plus de 6 mois au bled. On a des gens, par exemple, héritières de l'immigration, qui se posent ces questions. Moi, j'ai des amis, ils disent, je ne sais pas quoi faire. Chez ma mère, est-ce que c'est moi qui vais la doucher, c'est moi qui va c'est comme ça, comment se fait pour les aides, etc. Ils commencent à avoir quelques études. J'ai vu une thèse, je crois que c'était fini, sur Alzheimer chez les migrants tunisiens. Bon, il faut savoir qu'on soit... moi, je parle parce que je m'occupe de ça. Je suis maire adjointe chargée des personnes âgées, mais ça fait très longtemps que je m'en occupe avant même d'avoir ce poste-là. Il faut savoir qu'on soit travailleur migrant ou pas, en plus, je suis d'origine migrante,
donc doublement, ils ont les mêmes droits que n'importe qui d'autre. Par contre, que ça passe la barrière de savoir les droits ou pas, ça c'est certain, ça il y a un sacré manque, c'est-à-dire que, mais je veux dire pour tout le monde. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la vieillesse aussi, ça fait peur. Quand vous faites une conférence sur la vieillesse, vous avez pratiquement personne, mais ça de tout temps. De tout temps, est-ce que c'est parce que ça nous ramène à ce que l'on sera plus tard? C'est une chose. Donc je voulais dire que pour ces personnes travailleurs migrantes qui ont des fois des enfants, qui ne savent pas comment faire pour leur mère qui est pas bien, il y a quand même le centre d'action sociale. Ils sont là pour ça. C'est leur devoir de les accompagner. Ils doivent avoir une assistance sociale, ils doivent avoir une prestation et ils peuvent avoir accès à n'importe quel établissement, même s'il est cher, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'aide sociale. Moi j'ai une question qui me taraude l'esprit sur la commission parlementaire. Ils ont travaillé pendant très longtemps, apparemment de façon très... Pardon ? 4 mois, oui. Apparemment de façon compétente. Mais finalement, on a vu qu'un certain nombre de propositions ont été faites, 82, 11 ont été retenues. Mais sur ces 11 propositions, combien ont-elles finalement vu le jour en tant que force de loi, enfin en tant que, non plus proposition, mais en tant qu'action concrète? En fait, finalement, après 4 mois, quel est le résultat des courses? Je voudrais revenir sur ce que nous a expliqué Antoine Matt tout à l'heure. Je voulais lui demander, peut-être c'est c'est un peu naïf comme question, s'il croit vraiment que la carte de séjour permanente, elle va être créée. Parce que quand on voit... Non, elle va être créée pour octroyer et créer et octroyer. Et comment je veux dire, parce que depuis... bon, moi je m'occupe des questions de sans-papiers depuis 98, par là. Et donc, disons, depuis 4-5 ans, comme les gens jugent ici et d'autres, on voit que le renouvellement des cartes de séjour de 10 ans, c'est les gens qui sont s'y mettent que 2 ans pour l'obtenir, c'est une chance. Mais je crois que ça va se faire pour 2 raisons. C'est un petit peu comme le projet de loi actuellement à l'Assemblée, où ils ont prévu également certains titres pluriannuels de 2, 3 ou 4 ans à la place de titres d'1 an dans certaines situations. C'est que derrière, tout simplement, ils cherchent à faire des économies. Hein. Or, c'est vrai que c'est... Voilà, donc je pense que quand il y a l'objectif de faire des économies, c'est-à-dire quand vous renouvelez moins les titres de séjour, vous avez moins de fonctionnaires à mobiliser, si je puis dire, dans les préfectures pour faire le boulot. Et du coup, ça, c'est... pour le coup, c'est un effet positif. Donc, du coup, je pense que ça va se mettre en place. Parce qu'en plus, voilà, ils se sont rendus compte, en plus, voilà, de toute façon, les cartes de résident de 10 ans pour des gens, des immigrés extra, de toute façon, sont renouvelées automatiquement sans problème, sauf pour ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, hein, etc. Mais donc, je pense sincèrement, autant je suis quelqu'un d'extrêmement soupçonneux et par rapport à l'affichage des politiques publiques, etc., et au respect du droit par les préfectures, autant sur ça, je pense que ça va se faire.